C'est donc un secret de Polichinelle, c'est désormais connu de tous. Le dénouement heureux pour Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité, et pour son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, à la suite d'une longue procédure devant la Cour pénale internationale, a donc été salué avec enthousiasme par leurs partisans. Et pas que une décision saluée sur une échelle planétaire. Il y a lieu donc de le signifier ce matin. Et puis, il faut dire que cette décision qui ouvre donc la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays, en possession donc de 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Ce dernier espérait rentrer en Côte d'Ivoire en décembre de l'année dernière. Mais plusieurs fois, son retour a été remis à plus tard et jusqu'ici, les autorités ivoiriennes ne se sont pas encore prononcées sur le calendrier de ce retour. Surtout que l'ex-dirigeant ivoirien a été lourdement condamné à 20 années de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende, soit alors 502 millions d'euros pour le braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale ivoirienne. Une situation qui fait donc dire à plus d'un analyste politique que la balle est désormais dans le camp du gouvernement en ce qui concerne le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et bien sûr de son homme de main Charles Blé Goudé, car les sympathisants de l'homme le plus populaire actuellement en Afrique estime qu'il est le maillon essentiel de la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire est donc restée fracturée par de longues années d'instabilité politique et de violence. Après une décennie de calme relatif à la présidentielle d'octobre 2020, à l'issue de laquelle l'actuel président Alassane Dramane Ouattara a justement été réélu pour un 3e mandat assez controversé et qui a donc laissé sur la sellette plusieurs morts. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Afrique Média, bienvenue à cette autre édition Ligne Rouge qui s'intéresse justement au retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et bien évidemment Charles Blé Goudé. Ce sont justement ces 2 hommes qui pour l'heure sont devenus un peu trop populaires, notamment sur le plan africain dans le continent et pourquoi pas hors bien évidemment hors des frontières africaines car c'est bien évidemment, on pourra le dire, ce procès, cette affaire portant sur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé semble être donc le procès de ce dernier siècle en cours. Et nous le savons, ils ont donc été acquittés le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale qui a donc rendu le verdict tant attendu après 10 longues années de procédure judiciaire. La vérité a donc fini par triompher et c'est dorénavant le V de la victoire qui plane sur tous les airs ivoiriens et surtout dans les chapelles, j'ai envie de dire, ou du moins dans les chaumières qui sont proches, bien sûr, de l'ancien président ivoirien et bien sûr de celle de Charles Blé Goudé. Mais bien avant de revenir sur cette grosse actualité, vous le savez, il y a effectivement d'autres événements qui se passent sur l'ensemble du continent africain, en l'occurrence les échéances électorales. Nous avons souvenance que le 21 mars dernier, l'élection présidentielle s'est donc tenue du côté du Congo-Brazzaville. Et puis pour les jours à venir, notamment le 11 avril prochain, le cap sera donc mis du côté bien évidemment du Bénin, parce que de ce côté également, une élection présidentielle est en train de se peaufiner. Et puis également du côté du Tchad, les populations sont donc déjà paré pour justement se rendre aux urnes le 11 avril également prochain afin bien évidemment de remplir ce droit citoyen qui est bien sûr de choisir le candidat qui voilà sera donc à la tête de ce pays d'Afrique centrale pour les prochaines années. Et donc il faut le rappeler, du côté du Tchad, la campagne bat effectivement son plein depuis quelques semaines déjà. Au départ, on se rappelle, il y
avait donc 17 candidatures qui ont été retenues. Par la suite, l'on a assisté à des désistements justement de certains candidats de l'opposition qui ont donc décidé de se retirer de cette course au fauteuil présidentiel. Au finish, ils sont donc restés 6 candidats pour cette élection présidentielle. Donc 5 contre 6 face à Idriss Déby. Donc ce sera le 11 avril prochain, au rang desquels une dame qui, pour la toute première fois, on va le dire dans l'histoire du Tchad, je pense bien, est donc candidate à une élection présidentielle dans ce pays de l'Afrique centrale. Et puis, au rang justement de ces candidats, il y a un ancien Premier ministre qui a d'ailleurs travaillé sous le gouvernement Idriss Déby Itno. Il s'agit bien sûr de M. Albert Pakimi, qui est candidat à cette élection présidentielle et qui, lorsqu'il a été investi par sa formation politique, avait fait une promesse, celle bien évidemment de changer en tant soit peu la tendance au Tchad. De toutes les façons, nos envoyés spéciaux depuis N'Djamena sont allés à sa rencontre. Voici du moins ce qu'il en ressort. Afrique Média, le monde, c'est nous. De N'Djamena au Tchad, dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain, nous recevons sur ce plateau M. Albert Paimi Padaké, homme politique tchadien, ancien Premier ministre, président et candidat du Parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens, le RNDT, le Réveil. Merci d'être avec nous, Président. Merci. Alors, Président, on va parler déjà de votre candidature à cette présidentielle qui va se dérouler dans quelques jours. Ensuite, on reviendra sur votre programme politique. Parlons donc de cette présidentielle. On rappelle que ce n'est pas votre première participation. Déjà en 2006, vous avez été candidat. En 2011 également, vous en êtes ressorti deuxième. En 2016, vous avez décidé de soutenir le président Idriss Déby Itno dans le cadre d'une alliance. Aujourd'hui, vous êtes une fois de plus candidat. Pourquoi ce revirement et surtout, qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Merci de me donner l'opportunité de dire un mot sur ma candidature. En réalité, il ne s'agit pas d'un revirement. Nous avons, en 2016, en tant que parti, signé un accord d'alliance avec le parti MPS. Nous avons donc soutenu la candidature du président Déby à l'occasion de la présidentielle de 2016. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, puisqu'une alliance est un contrat signé pour un mandat. Ce mandat prenant fin, un nouveau cycle électoral est ouvert. Et dans ce cadre-là, nous avons pris notre indépendance de nous présenter à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. D'accord. Donc c'est ce qui a motivé en fait cette candidature aujourd'hui. Quel a été votre besoin? Quel est l'intérêt en fait? Alors l'intérêt de cette candidature, c'est la demande du peuple tchadien. Quand vous circulez dans cette ville, dans ce pays aujourd'hui, vous constatez que nous sommes un pays où la société est fracturée, le tissu social est décousu. Il y a une demande forte d'alternance pacifique au sommet de l'État. Répondant à cette demande populaire, nous avons estimé que notre candidature pouvait aider le peuple tchadien à renouer avec la démocratie, à renouer avec l'alternance au sommet de l'État. D'abord, rassurer les mécontents. Ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, ceux qui cherchent à boycotter, ceux qui estiment que ça n'est assez. Et en même temps, rassurer ceux avec qui nous avons travaillé hier au sommet de l'État. Ceux qui sont les tenants du pouvoir actuel, qui peuvent avoir peur de quitter les affaires. Comme en Afrique, chaque fois qu'un chef d'État quitte le pouvoir, il y a une sorte de représailles. Dès lors que nous avons travaillé ensemble, ma candidature permet de rassurer les hommes et les femmes qui sont au pouvoir aujourd'hui en termes de garanties juridiques et de garanties sociales de continuer à vivre au Tchad en tant que citoyen de ce pays. Et justement, vous avez décidé, vous, de ne pas retirer votre candidature. On le mentionne parce que plusieurs, du moins vos confrères, certains
autres candidats ont décidé de retirer leur candidature à cette élection présidentielle. Des analystes estiment que les véritables opposants se sont retirés et ceux qui restent jouent tout simplement le jeu du pouvoir pour crédibiliser les élections. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces observations? D'abord, le label opposition au Tchad est un terme trop facile et même galvaudé. Je connais tellement la classe politique tchadienne que je ne veux pas m'expliquer là-dessus, sous peine de heurter certaines sensibilités. Je connais des partis politiques qui, avec le label opposition, sont des véritables bureaux de soutien au candidat président. Pour parler de ceux qui appellent au boycott et qui auraient souhaité, qui m'ont d'ailleurs demandé de retirer ma candidature. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Oui. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai en partage avec eux, ceux qui veulent boycotter, le même constat que la situation socio-politique du pays est mauvaise. J'ai le même constat avec eux que le peuple tchadien souhaite et demande un changement au sommet de l'État. Qu'est-ce qui peut amener donc ce changement? Qu'est-ce qui peut nous permettre de répondre à l'attente du peuple tchadien? Eux, ils pensent que c'est en boycottant le scrutin qu'ils répondent à l'attente du peuple tchadien. Moi, je pense que c'est en me présentant et en m'engageant face au candidat président que je répondrai à l'attente du peuple tchadien d'avoir un changement sans revanche au sommet de l'État. Car si le boycott pouvait permettre l'alternance au sommet de l'État, permettre le changement qu'attend le peuple tchadien, mais le changement aurait pu avoir lieu en 2006 lorsque les mêmes ont boycotté. Le changement aurait pu avoir lieu par le boycott en 2011. Si cela n'a pas eu lieu et que le président Déby a continué à être président malgré leur boycott, ça veut dire que le boycott n'est pas la solution au changement. La solution au changement, c'est donc de nous rassembler, nous tous, moi et eux, qui pensons qu'il est temps que le président Idriss Déby passe la main. Il est donc temps que nous nous rassemblions autour de ma candidature, qui est la candidature la plus crédible aujourd'hui à permettre une alternance. Est-ce que là vous êtes en train d'appeler les autres partis à justement à se rassembler, du moins à désister et à vous donner leur voix pour être le candidat unique? Je ne demande pas aux candidats qui sont en course de désister. Oui. Cela, c'est pas là le problème. Je demande à ceux qui veulent le changement par le boycott de renoncer à l'approche boycott qui est une approche favorable au candidat président. Parce qu'en boycottant, il restera président dans tous les cas. C'est en se rassemblant, en appelant leurs partisans à soutenir ma candidature face au président Déby que le changement pourra avoir lieu. Si leur appel au boycott est véritablement le souhait de changement au sommet de l'État, il faut qu'ils me soutiennent parce que s'ils maintiennent le boycott, ils font le jeu du candidat président. Dans ce cas, puisque vous parlez de rassemblement, pourquoi est-ce que la coalition d'opposition n'a pas marché? Est-ce que vous pensez que le fait que l'opposition aille aujourd'hui en rang dispersé face quand même au parti, ou du moins au candidat Idriss Déby, est-ce que ce n'est pas un handicap? Mais vous savez, au moment où l'opposition s'est concertée, je n'ai pas à juger de la stratégie interne à ces regroupements. Je n'en ai pas été membre. Non. Je ne veux pas juger de leur approche. Mais ce qui est évident, les approches de calcul personnel, égoïste des acteurs politiques fragilisent l'action, la demande du peuple tchadien d'avoir l'alternance. Je considère, moi, qu'à la date d'aujourd'hui, où de toutes les façons, l'élection aura lieu le 11 avril 2021. Si cette élection doit avoir lieu et que la demande du peuple est d'avoir le changement, il faut que les acteurs politiques ne jouent pas de l'égoïsme, qu'ils s'ouvrent et qu'ils viennent vers cette candidature qui est là, crédible, à même de relever ce défi qu'attend le peuple tchadien. Je les appelle clairement à soutenir ma candidature face au président Déby.
Et justement, on rappelle que la campagne électorale a débuté depuis quelques jours. Vous avez également entamé déjà plusieurs tournées à l'intérieur du pays. Les activités se poursuivent. Tout à l'heure, on reviendra sur votre programme à venir. Mais lors de l'une de vos déclarations au cours de votre tournée, du moins lorsque vous avez été investi, vous avez déclaré que cette investiture est aussi celle du président sortant de trouver l'occasion de quitter le pouvoir sans remords. Vous ajoutez qu'il bénéficiera de toutes les garanties juridiques et sociales pour vivre au Tchad. Pourquoi cette déclaration? Cette déclaration, elle est importante de mon point de vue. Elle est importante non seulement pour le cas du Tchad, elle est importante pour notre continent africain. Parce que je pense que le problème de l'Afrique aujourd'hui, avec les chefs d'État qui peinent à quitter le pouvoir, à se séparer du fauteuil présidentiel, il y a aussi cette inquiétude de la vie après le pouvoir. Il faut qu'on prenne des dispositions nécessaires à rassurer ceux qui tiennent le pouvoir afin qu'ils puissent avoir le courage de se départir des immunités qu'ils ont quand ils sont en exercice. Aujourd'hui, je pense que probablement nous gagnerons le 11 avril 2021 dans les urnes. Et le Tchad, qui n'a jamais connu une alternance pacifique, aura l'occasion, là, d'accorder au président sortant toutes les immunités juridiques nécessaires lui permettant de vivre au Tchad et toutes les garanties sociales à lui-même et à sa famille pour continuer à vivre au Tchad. Ce serait un début, marquer un arrêt et tourner la page et regarder vers l'avenir, vers un avenir de paix pour ce pays qui en a besoin. Restons justement dans cette déclaration. Il faut dire qu'elle a suscité beaucoup de réactions et beaucoup estiment que vous commettez l'erreur de plusieurs partis d'opposition en Afrique qui, lors des échéances électorales, concentrent leur énergie justement sur le candidat président au lieu de se concentrer sur le programme ou du moins sur la population. Là, vous tapez complètement à côté. Je concentre cette question sur le candidat président parce que, en fait, si je veux être président, je veux gagner, je veux battre celui qui est en poste. C'est pour ça que je parle de lui. Mais en termes de programme, madame, vous êtes ici, adressez-vous à tous les candidats. S'il y a un candidat qui a un programme cohérent pour les jeunes, pour les femmes, pour le monde rural, pour la paix, c'est le candidat du RNDT Le Réveil que je suis. Aucun autre candidat n'a un programme politique cohérent à présenter au peuple tchadien. Donc, principalement, je m'adresse en termes de programme politique au peuple tchadien. Mais en même temps, je propose des garanties d'une sortie honorable du pouvoir au président en place. Ce n'est pas une concentration sur sa personne. D'accord. Parlons justement de votre programme. Quel est le point central de vos promesses électorales? Le point central de mes promesses électorales, je vous ai dit tout à l'heure que le Tchad se retrouve dans une situation où le tissu social est déchiré et fracturé. Il faut recoudre ça, ramener la paix. Lorsque vous circulez dans ce pays, des communautés s'entretuent dans des conflits intercommunautaires. Les gens s'entretuent dans des conflits éleveurs-agriculteurs. Les Tchadiens vivent comme s'ils se rejetaient mutuellement. Il faut ressouder tout cela. Nous avons un plan cohérent à mettre en place pour ressouder les gens. Quand vous voyez les manifestations dans la ville, cette jeunesse qui s'en prend au symbole de l'État, véhicules publics, immeubles publics, marque une rupture entre les attentes de la jeunesse et les gouvernants. Il faut créer les conditions d'un épanouissement et déboucher l'horizon qui est bouché devant cette jeunesse. Nous avons un plan pour la femme dont on parle déjà aujourd'hui quand vous regardez en Afrique et principalement au Tchad. Le 8 mars est devenu une fête folklorique où les femmes défilent avec un pagne dénommé pagne du 8 mars. Là n'est pas le problème. Au Tchad, principalement, la jeune fille n'a pas eu la même chance d'éducation que son frère garçon. Parce que, il n'y a pas d'eau potable, elle doit aller à la rivière, elle doit faire des kilomètres, aller porter de l'eau pour nourrir pour faire boire la famille.
Et en même temps, cette fille, à un âge donné, doit se marier pour procurer des ressources à la famille parce que le frère garçon veut se marier, il faut trouver de quoi payer la dot. Mariage précoce. Nous pensons qu'il faut agir sur les facteurs qui retardent la scolarité de la fille pour qu'elle reste le plus longtemps possible sur le banc de l'école comme son frère garçon, ce qui lui permettra à elle-même de conquérir sa place dans la société et non bénéficier d'un quota comme d'une faveur masculine. Nous avons tout un plan pour l'ensemble des secteurs de notre pays. Justement, essayons un peu d'aller, prenons quelques points phares. Parlons par exemple de la lutte contre le terrorisme. On sait que le Tchad est quand même un pays en proie au terrorisme. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cadre-là? Ce n'est pas parce que je suis candidat que je rejette en bloc tout ce qui se passe aujourd'hui. Le Tchad, par sa position géostratégique, représente un pare-choc dans la lutte que mène l'Afrique contre le terrorisme. N'eût été cette position, cet engagement du peuple tchadien face au terrorisme, je parle de l'engagement du peuple tchadien et non de l'engagement d'un homme. Il ne s'agit pas de l'engagement du président Déby, c'est de l'engagement du Tchad et de son peuple. Si je suis président demain, la position du Tchad dans la lutte contre le terrorisme ne changera pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une action pour l'Afrique ou pour le monde. C'est d'abord une action pour le peuple tchadien lui-même qui a besoin d'être en paix. Ensuite, pour notre sous-région, si le Tchad n'avait pas adopté cette position, les terroristes seraient aujourd'hui vers l'Équateur, sans aucun doute. Et donc, nous maintiendrons la position centrale de pare-choc que le Tchad représente dans la lutte contre le terrorisme. Vous allez continuer dans la même lancée parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le Tchad est quand même félicité dans son engagement pour la lutte contre le terrorisme. Donc, on comprend que vous continuerez certainement dans cette lancée. Je veux continuer la lutte contre le terrorisme telle que ça se pratique aujourd'hui. Cependant, le Tchad ne restera pas une simple garnison militaire pour le reste de l'Afrique. Il faut savoir que dans ce pays, non seulement nous avons besoin de lutter contre le terrorisme par l'action militaire, mais en même temps, il faut créer les conditions de développement qui permettent aux jeunes de ne pas s'engager dans cette aventure du terrorisme. Donc c'est une lutte holistique que nous allons organiser tant sur le plan militaire et sécuritaire que sur le plan social et économique. Parlons du plan économique. Comment est-ce que vous comptez booster ce secteur, améliorer les conditions de vie de la population tchadienne? Nous avons un plan très cohérent là-dessus. Vous savez que le Tchad a comme base économique le secteur rural, l'agriculture et l'élevage. Nous venons d'avoir des ressources pétrolières extractives, mais qui n'ont pas servi malheureusement à booster ces deux bases de notre économie. Moi, président, les ressources nationales seront investies dans le secteur de l'agriculture. D'abord, pour intensifier l'agriculture, qui aujourd'hui est une agriculture extensive, consommatrice d'espace, et sans un rendement pour l'agriculteur. Il faut intensifier cette agriculture et mettre en exploitation les produits vivriers en termes de création de plus-value pour que l'agriculteur puisse bénéficier des produits de sa récolte. En même temps, du côté de l'élevage, nous sommes un pays de plus d'1 million de 100 millions de têtes de bétail exportées pratiquement sur pied. Il faut immédiatement arrêter cette politique-là en mettant en place des infrastructures genre abattoirs frigorifiques qui créeraient de l'emploi pour les jeunes et créeraient une activité économique dans le pays. Le traitement des peaux par des tanneries, la fabrication des chaussures en cuir, sacs à main et autres ceintures, des entreprises qui vont créer de l'emploi et créer de la richesse, les sabots et cornes pour les boutons de nos chemises. Nous avons tout un panel de choses à réaliser et pour créer de l'emploi et pour générer de la richesse
à l'éleveur lui-même, à l'agriculteur lui-même. Sinon, aujourd'hui, quand vous voyez le bétail tchadien, c'est un élevage contemplatif qui ne crée pas de ressources pour l'éleveur. Nous voulons faire en sorte que l'élevage et l'agriculture procurent des sources de richesse aux agriculteurs et aux éleveurs. Président, justement, on ne saurait parler économie sans parler de la question du franc CFA qui bat quand même son plein, et surtout que le président actuel s'est aussi plusieurs fois exprimé là-dessus. Et c'est une question aussi qui interpelle, qui intéresse non seulement la population tchadienne, mais aussi africaine. Alors, est-ce que le franc CFA sera également une priorité pour vous lorsqu'on connaît quand même tout de même l'impact? Vous avez déroulé là votre programme, du moins ce que vous comptez faire, mais on sait quand même que cette monnaie a un impact sur la politique monétaire, du moins l'économie des pays qui l'utilisent. Vous savez très bien que le franc CFA est une monnaie qui appartient à un certain nombre de pays. Le vrai problème n'est même pas le franc CFA en lui-même. Le débat me semble tronqué. Le problème, c'est la capacité des États africains utilisateurs du franc CFA à mutualiser leur économie, se fixer des responsabilités économiques, de sorte que nous ayons une monnaie qui soit solide. Que ça s'appelle le CFA, que ça s'appelle ECO, que ça ait un autre nom, le vrai problème, c'est notre capacité à nous-mêmes de nous assumer en tant que peuple africain. C'est ça qui nous manque. Est-ce qu'on doit comprendre que vous allez tout de même mener justement une politique dans ce sens, appeler au cas où, appeler vos confrères également dans cette logique-là? Exactement. Exactement. Moi, je pense que le franc CFA en soi-même n'est pas une question fondamentale. Récemment, des initiatives ont été prises en termes de négociations pour aller vers une autre monnaie africaine à la place du franc CFA. C'est très bon. Il n'y a pas de problème. Il y a des substrats psychologiques qui sous-tendent ce débat. Ce n'est pas ça le problème. Il faut que nous nous assignions nous-mêmes Africains, au-delà des intérêts de la métropole qu'on met en exergue et autres, que nous-mêmes nous nous assumions sur la façon de faire pour avoir une monnaie qui soit une monnaie dépendante de notre économie. C'est ça le sujet de fond. Vous avez donc énuméré plusieurs projets. On rappelle que même sur le plan infrastructurel, vous comptez également densifier entre autres le réseau, plusieurs réseaux des voies bitumées. Vous comptez renforcer et entretenir le réseau national de différentes routes. À côté de cela, les projets que vous avez énumérés tantôt, comment est-ce que vous comptez financer? Parce qu'il y a aussi quand même la question de financement. Comment est-ce que vous comptez financer tous ces projets? Vous savez, en matière des infrastructures aujourd'hui, un pays comme le Tchad, vaste d'1,284,000 km², il est matériellement impossible à notre économie, à notre trésor public de financer des infrastructures qui permettent de désenclaver les provinces entre elles et désenclaver le Tchad vers la mer. Or, c'est essentiel pour notre développement. Comment financer cela? Il faut procéder pratiquement par des systèmes de BOT. Il y a aujourd'hui des financements à capter où des opérateurs peuvent réaliser des autoroutes avec des systèmes de péage où ils se font payer par les utilisateurs eux-mêmes des infrastructures. Cela vaut pour le chemin de fer, cela vaut pour les autoroutes, cela vaut pour les utilisateurs d'infrastructures, donc la population tchadienne elle-même. Qui va payer justement? C'est la population tchadienne. La population tchadienne elle-même qui utilise l'infrastructure va payer aux côtés de l'État qui finance une partie et les utilisateurs qui payent des péages permettent de rembourser le prêt que l'entreprise prend pour réaliser l'infrastructure. C'est le cas déjà dans beaucoup de pays africains, vous le savez très bien. Nous, si nous n'avons pas ça, c'est parce que la destination Tchad aujourd'hui n'intéresse pas les investisseurs. Il faut créer les conditions bien attractives pour les investisseurs qui se sentent en sécurité
sécurité des affaires, j'entends, afin d'investir et réaliser ces infrastructures. Et nous avons beaucoup d'ouvertures de ce côté-là. Peut-être un dernier point aussi non négligeable dans le cadre de votre politique. Quelle est la configuration de votre politique extérieure? Mais la politique extérieure aujourd'hui en Afrique, elle est très très simple. Vous savez que la diplomatie est fonction de ce que vous êtes sur le plan économique d'abord. Votre puissance économique détermine votre diplomatie. Premièrement, à l'intérieur de notre zone. Moi, j'ai eu la chance par le passé à travailler en tant que plénipotentiaire des États membres de la CEMAC, à travailler comme député membre de la CEMAC. J'ai eu à travailler énormément sur les questions de libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC, même si cela piétine jusqu'aujourd'hui. Okay. Il faut déjà aller vers une intégration des peuples en zone CEMAC et aller vers une union africaine qui soit une union véritablement solide avant de regarder notre ouverture sur le monde. Nous ne pouvons pas vivre cloîtrés. Ouverture sur le monde. Peut-être pour sortir de là, dans le cadre de la politique extérieure, nous sommes quand même dans une télévision panafricaine. Est-ce que pour vous, le néocolonialisme est une réalité? Est-ce que cela va compter, va peser dans votre politique? Le néocolonialisme, vous parlez de quoi? De tout ce qui rentre, on a parlé entre autres de tous ces ingrédients-là qui peuvent rentrer, on a parlé entre autres du franc CFA, peut-être pour aller de manière directe, parlons des bases militaires. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont contre l'installation des bases militaires étrangères en Afrique. Votre pays, le Tchad, en contient. Vous, quelle sera votre politique par rapport à cela? Les bases militaires en Afrique ne viennent pas ex nihilo. Les bases militaires viennent à la demande des États africains. Nous, président de la République, quelle serait notre politique? Oui. La première politique que nous mettrons en place, comme je vous le disais, c'est de recoudre le tissu social, ressouder les fractures. Il n'y aura donc pas au Tchad des gens qui iraient en rébellion. Nous n'avons pas besoin d'appeler une force extérieure au secours. Maintenant, dans des questions géostratégique, genre terrorisme. Oui. Une guerre qui est livrée au monde entier, c'est une guerre commune. Si nos ressources, nos capacités militaires ne permettent pas de vaincre ces phénomènes, il est normal que nous appelions au secours des partenaires qui ont plus de moyens que nous pour faire face à la situation. Je n'ai pas de faiblesse, de complexe à cela. D'accord. Alors, Président, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Si la victoire n'était pas de votre côté au soir du 11 avril 2021, est-ce que vous allez accepter le résultat des urnes? D'abord, je suis candidat. Cette hypothèse que vous lancez, non pas de ma victoire, mais de ma défaite. Par exemple? Ce n'est pas celle qui est dans mes hypothèses aujourd'hui. Je suis candidat pour gagner l'élection du 11 avril 2021. Mais quel que soit ce qui se passera, tout dépendra des conditions dans lesquelles j'aurai gagné ou pas. Mais pour l'instant, dans une élection transparente, je suis parti pour gagner. D'accord. Peut-être, je vous laisse l'antenne, peut-être pour un dernier mot à vos militants, aux téléspectateurs, au peuple tchadien qui vous regarde. Merci. D'abord, avant de m'adresser, je voudrais féliciter votre télévision, Afrique Média, pour votre travail panafricaniste. Vous insistez d'ailleurs beaucoup dessus, et c'est très bien. Au peuple tchadien et aux différents électeurs, je voudrais dire que le Tchad, le peuple tchadien est face à son destin aujourd'hui. Cette élection se passera comme un référendum entre ceux qui sont contents de la situation actuelle et qui ne veulent pas que ça change, et ceux qui, mécontents, veulent que ça change au sommet de l'État. Et je sais, en parcourant le pays, que ceux qui sont pour le changement sont plus nombreux que ceux qui veulent que ça continue. En même temps, le peuple tchadien n'a jamais connu une alternance pacifique
ce peuple tient à la paix. Je pense que le 11 avril 2021, face à son destin, le peuple tchadien doit se lever pour que l'alternance pacifique au sommet de l'État ait lieu. J'invite vivement tous les Tchadiens à se mettre debout. Je vous remercie. Merci à vous, Président. Merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous, Madame. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous recevions donc M. Albert Pahimi Padaké, homme politique tchadien, ancien Premier ministre, président et candidat du Parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens, le RNDT, le Réveil, dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain qui va se dérouler sur le territoire tchadien. Restez en compagnie de notre programme. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous. Et voilà donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez-le, vous êtes bien sûr sur Afrique Média, le programme Ligne Rouge, et puis un petit tour sans poser quand même du côté de N'Djamena, capitale du Tchad, nous le savons, dans ce pays le 11 avril prochain. Ils seront donc plusieurs Tchadiens qui vont se rendre aux urnes afin, bien évidemment, de remplir leur devoir citoyen, celui-là même de choisir le candidat qui sera donc à la tête de ce pays d'Afrique centrale pour les prochaines années, ou du moins le prochain locataire du Palais Rose de N'Djamena. Et donc, de retour sur ce plateau, nous entrons alors dans le vif du sujet qui nous réunit ici ce matin. Il s'agit naturellement de la Côte d'Ivoire, avec notamment le peuple qui reste donc dans l'attente du grand retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, car nous le savons, ils ont été donc acquittés définitivement le 31 mars dernier. Définitivement, pourquoi? Parce que nous le savons déjà, ils avaient été acquittés, mais Madame le procureur Fatou Bensouda avait donc fait appel à cette décision de la Cour. Et donc finalement, le dernier procès comptant pour cette affaire s'est tenu le 31 mars dernier. Et donc la Cour a tout simplement reconnu que plusieurs erreurs ont été commises durant ce procès qui a quand même, il faut le dire, duré 10 années. 10 années passées du côté, bien évidemment, de la haie pour avoir ce genre de dénouement, un acquittement reconnu non coupable des faits des faits justement dont on les reprochait durant ces 10 dernières années. Nous en parlons donc ce matin avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec Patrick Sapak. Bonjour Patrick. Bonjour Lila, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, bonjour aux techniciens. Avant de rentrer dans ce débat sur la Côte d'Ivoire, je m'en voudrais, avec la casquette qui est la mienne, de ne pas dire un mot sur ce que je viens de suivre dans cette interview de sorcellerie posée par quelqu'un qui a été accompagnateur du président Déby pendant longtemps pour parler des éléments essentiels. Linda a dit le franc CFA qui continue de l'embêter. L'Afrique aujourd'hui et qui nous oblige à être sur différentes plateformes pour raconter que le franc CFA n'était pas un problème et qu'il fallait absolument apporter du changement à gauche, à droite. Je sais sur la base de quoi. Je note que Pahimi Padaké a été depuis 90 dans les hautes fonctions au niveau du Tchad. Donc il a été le ministre des Finances avant de passer ministre secrétaire d'État aux finances. Il a chapeauté le ministère du pétrole et de l'énergie. Il est passé à la CEAC. Il a été à l'Assemblée nationale au niveau du Tchad. En 2011, il est rentré dans cette affaire-là et on s'est retrouvé en 2016 ministre de l'Agriculture de 2007 parce qu'il a été le premier à aller féliciter le président Déby pour sa victoire en 2007. Et donc, il est passé Premier ministre en 2016. Il a fait démissionner le gouvernement de celui qui avait lui-même démissionné avant de se remettre en selle jusqu'en 2018 comme Premier ministre, avant qu'il ne démissionne parce qu'il prévoyait de devenir candidat dans cette élection du 11 avril qui va se tenir dans quelques jours au niveau du Tchad. Donc, vous comprenez que c'est pas quelqu'un qui va venir parler d'un changement sérieux sur la place africaine.
Donc il fallait absolument que je règle ce problème-là parce qu'il ne faut pas distordre, justement, apporter de la fioriture et du quiproquo dans la compréhension de ce qui se passe. Le problème en Afrique, c'est le franc CFA. Et quand Manuela lui a posé la question sur les bases militaires, il signale que c'est une affaire globale, c'est une affaire holistique. Il faut convoquer tout le monde pour venir les aider à gérer ce problème de terrorisme, alors qu'on dit exactement que la présence des bases militaires françaises sont un énorme caillou dans la chaussure de la sérénité et de l'épanouissement des Africains. Donc vous comprenez très bien pourquoi je disais la dernière fois sur ces plateaux qu'il n'y avait pas quelqu'un qui portait le chantier qui est caressé par les Africains pour avoir l'audace d'espérer de sortir de cette bourrasque-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette direction-là. Il y a l'opposition qui n'est pas compacte, qui n'a pas justement mis en place quelque chose de solide, parce que le président Déby lui-même n'a pas attaqué ces questions dans son programme, les questions des bases militaires de Barkhane, N'Djamena et Afara Larjo. Donc vous comprenez que le travail est très costaud au niveau du Tchad, et j'indique par exemple à Succès Masra de continuer de travailler profondément sur les 5 années à venir, 5 années à venir, afin que le Tchad puisse pouvoir être capable de poser les vraies questions sur cette question-là, surtout que c'est une zone tampon pour contrôler à la fois la zone sahélo-saharienne et l'Afrique centrale, notamment en dessous, dans les couloirs, la Centrafrique, du Cameroun, la Guinée équatoriale. Donc, vous comprenez que je ne pouvais pas passer justement sur ce débat sur la Côte d'Ivoire sans poser un mot sur ce que je viens d'entendre, parce que les tympans des Africains sont embêtés. Il faut toujours éviter d'apporter de la fioriture dans la compréhension de ce qui se passe sur notre continent. Merci à vous, Patrick Sapak. Et si nous revenons donc sur la thématique de ce matin pour parler du retour tant attendu de Charles Blé Goudé et bien évidemment de Laurent Koudou-Gbagbo. Alors, Manuela... Linda Dédi, excusez-moi, je parle Manuela parce qu'elle a tenu cette interview-là. Alors, donc, il faut dire que c'est une victoire de la justice de la providence africaine, des ancêtres africains, sur l'injustice portée par ceux qui se sont spécialisés justement pour acquérir des sécurités au-delà de toute lutte pour la conquête de l'humanité sur notre continent. Et donc, plus jamais ça, Linda dit, on ne veut plus jamais assister à ce genre de choses. Et maintenant, je disais hier dans mes réseaux qu'il s'agit d'une première victoire, c'est-à-dire le Part 1. Donc la première victoire sur le Part 1, maintenant il y a le Part 2, c'est-à-dire la suite et la fin, justement de la libération de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit sur le plan calendaire en 2021, notamment sur les balises qui doivent être jetées sur ce pays-là. Et donc il est urgent aujourd'hui qu'on reparte sur ce qui a été décidé, vous l'avez dit en chapeau, Linda Dédi, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans de prison qui avaient été collés à ces deux leaders africains avec assorti de 329 milliards d'amendes sur le fait qu'on ait éventré les sièges de la Banque centrale au niveau de Man, de Korogo ou de Bouaké, Abidjan. Donc il avait été clairement indiqué sur ces plateaux-là que c'était ces rebelles-là. On a même présenté des gens qui ont fait des dépositions pour signaler qu'ils ont éventré ces choses-là, que vous voyez Guillaume Soro se balader à gauche et à droite dans les jets privés et des participations. Ce sont les dividendes, justement, la cassure de ces banques centrales-là, et cela a été constant, nous l'avons démontré sur la face africaine. Aujourd'hui, il ne faudrait pas justement que le retour de ces deux grands hommes sur le territoire africain, notamment sur le pays qui les a venus de la Côte d'Ivoire, soit un problème à partir de ces condamnations-là, parce que c'est sur ça que Ouattara et toute la clique sont en train de surfer pour éviter qu'ils foulent le territoire ivoirien. Et donc il y a des conditions de sécurité qui doivent être préparées par l'Afrique avant qu'ils n'atterrissent sur Abidjan ou Yamoussoukro, parce que là-bas on ne voit pas d'un bon œil. Et je note justement que Alassane Dramane Ouattara n'a fait aucune sortie justement pour pouvoir prendre position par rapport à la décision qui a été prise il y a 48 heures au niveau de cette justice et l'injustice internationale qui a pris 10 ans à manipuler à gauche à droite toutes les consciences opaques et très mal éclairées. Et maintenant Fatou Bensouda qui est l'africaine que l'on a mise au devant de la scène justement pour tenir cette affaire-là, pour prétendument que c'était la sœur africaine qui faisait l'impasse à la démarche judiciaire au niveau de la CPI, eh bien, elle est attendue en Afrique, elle également, pour venir rendre compte, parce que l'orthodoxie qui va être mise en place sur le continent africain, dont les bases vont être jetées en 2021, va faire que désormais, tous les traîtres, ceux qui se sont distingués dans le ponce-pilatisme d'État, le ponce-pilatisme, la traîtrise, la parjure, pour liquider l'humanité et l'humanisme dans notre territoire africain, eh bien, vont avoir le traitement
qu'il mérite. Alors, elle également, elle est attendue ici. Nous savons très bien qu'il y a des collusions avec son mari qui est l'ami de Ouattara sur des marchés de gré à gré au niveau de la Côte d'Ivoire. Il fallait absolument préserver ce pan-là. Et c'est pour ça que elle n'avait rien à voir avec l'emprisonnement qui doit être le réceptacle qui doit orienter les décisions judiciaires au niveau de ceux qui se meuvent dans ce secteur-là. Alors, c'était pas son problème. Son problème, c'était à la fois de préserver les intérêts de son époux et surtout aider ce banditisme international sur le plan judiciaire à continuer de garder de manière injuste deux leaders africains qui n'ont eu à cœur que de défendre l'intégrité territoriale de leur nation en tant que politiciens et surtout en tant que légitimes, parce que c'est eux qui ont reçu le suffrage du peuple ivoirien pour pouvoir tenir à bien cette mission-là. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose, Linda Dedi. Alors, si donc on a dit que Laurent Gbagbo et Blé Goudé avaient été justement suspectés de crimes contre l'humanité et qu'ils sont acquittés, même si c'est 10 ans plus tard. Alors, la prolongation justement sur le plan judiciaire devrait nous amener à comprendre quels ont été les auteurs justement des 3500, parce que c'est les chiffres qu'ils avancent, morts sur la Côte d'Ivoire pendant toute cette période post-électorale. Ben, nous sommes là en mode silence radio parce qu'on pourrait retrouver justement dans ce déploiement-là des responsables à gauche et à droite au niveau de la sphère du banditisme international, mais au niveau de la Côte d'Ivoire également. Donc, il y a Ouattara qui est un responsable constant de ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire, du drame qui s'est produit sur ce pays-là. Il y a Guillaume Kibafori Soro qui se balade à gauche et à droite avec justement l'argent de ces agences de la BCAO. À gauche, à droite, dans des jets privés et des choses comme ça, qui est un responsable de premier plan de cette affaire-là. Donc, on les esquive, justement, pour pouvoir rester dans du juridisme mieux que du juridique. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui est attendu sur le continent africain, dans un premier jet, Linda Dedi, c'est que toutes les conditions du retour, sans heurts, de ces deux leaders-là, soient réunies d'abord par les Africains. Les pays qui portent encore le chapeau du panafricanisme doivent préparer tout pour qu'il y ait une transition à partir de ces pays-là avant qu'ils ne terminent en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il va falloir mettre des soupapes de sécurité solides pour que rien n'arrive tant sur le plan judiciaire que sur le plan d'intégrité physique à ces deux leaders africains qui sont fondamentaux et très essentiels justement dans la construction de la route qui va mener à la libération de notre continent. Merci beaucoup à vous, Patrick Sapak, pour cette première prise de parole en ce qui concerne bien évidemment le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que on peut quand même se dire que le retour de ces deux grands hommes, parce qu'il faut le rappeler, qui sont devenus très populaires, notamment en Côte d'Ivoire, en Afrique et de par les quatre coins du monde, mais est-ce que ce retour justement de ces leaders d'opinion, leaders politiques, pourrait être la clé de sortie de la réconciliation nationale? De manière implacable, il a dit, on a besoin pour porter le chantier de la réconciliation nationale dans ce pays qui en a le plus soif sur toute l'étendue du territoire africain, d'avoir des esprits. Mais un esprit s'est situé dans cette direction-là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, il a toujours œuvré justement à la proposition, à la suggestion de l'organisation d'un forum républicain de réconciliation nationale. Vous voyez très bien qu'il est la seule victime avec Blé Goudé dans cette affaire-là, avec tous ceux qui l'ont accompagné, parce que il faut noter que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, eux, étaient happés par cette justice internationale au niveau de la CPI, mais il y a des ministres pro-Gbagbo qui sont disséminés à gauche, à droite. Je pense à Wadon Melo qui doit absolument utiliser toute l'expertise qui est la sienne pour apporter des conseils à Alpha Condé au niveau de la Guinée-Conakry. Je pense à Katina Kone qui a été le ministre du budget de Gbagbo, qui également était au Ghana en train de mobiliser à gauche, à droite pour essayer de trouver un exutoire. Il y a plusieurs ministres comme ça, Richard Kadio et tous les autres, mais j'ai pas oublié les milliers d'Ivoiriens qui sont réfugiés dans des camps de fortune au niveau du Ghana. Donc beaucoup, bien évidemment, on ne va pas mettre de côté ceux qui sont encore à la MACA aujourd'hui, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, donc, malgré ça, Laurent Gbagbo est celui qui parlait de réconciliation. Réconciliation en ayant été, autant pour moi, la seule victime dans cette affaire, parce que c'est lui qui portait justement la candidature dans cette élection de 2010. Alors, il demande la réconciliation, mais Ouattara, qui par embuscade a pris le pouvoir dans un hôtel, ne parle jamais de réconciliation.
c'est pas son problème. On a à Uyadia présenté justement la nécessité de l'organisation d'un dialogue sincère entre les Ivoiriens afin de panser les plaies qui sont ouvertes et béantes comme ça dans la tristesse et la mort qu'ils ont porté sur ce peuple frère de la Côte d'Ivoire. C'est pas son problème. Donc, manipuler la Constitution, aller voir ses amis français pour déchiqueter à gauche et à droite. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fortement soifé, très fortement assoiffé de nouvelles orientations politiques, mais surtout très affamé de voir un peuple s'asseoir, un ensemble de populations être transformé en peuple, afin que la nation, qu'on puisse avoir une nation avec une vie nationale. Mais ça ne peut être techniquement possible que lorsque les Ivoiriens se sont assis, lorsqu'ils ont produit ensemble de manière endogène et de manière souveraine, justement les orientations qui vont leur permettre à la Côte d'Ivoire que désormais, il n'y a plus ce genre de script cauchemardesque que l'on a connu dans ces 20 dernières années là-bas. Donc, et l'homme qui peut porter ce chantier, Linda Dédi, s'appelle bien Laurent Gbagbo, parce que lui, il est le chantre sur lequel on peut s'appuyer justement pour réconcilier les deux camps. Et cela s'est prouvé suffisant dans le départ de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est le seul en ayant été la victime ou vouloir qu'on passe à la réconciliation avant toute chose. Alors, il y a eu justement la manipulation d'un ensemble de personnalités au sein de ce parti nationaliste qui est le FPI, là-bas dedans, pour créer un autre segment afin de valider l'imposture. Malheureusement, justement, quand vous allez dîner avec le diable, Afin Guessan a vu lui-même que c'était une démarche dangereuse, parce que lorsqu'on va dîner avec le diable, eh bien, il y a des conséquences derrière. Alors, donc, on a essayé de fissurer ce parti politique-là, qui ne demande qu'à se reconsolider et se remettre sur la route, justement, de la conquête de l'intégrité de la liberté au niveau de la Côte d'Ivoire, mais surtout de la souveraineté dans la définition des politiques publiques là-bas. Et donc, le premier chantier sera justement de porter cette réconciliation nationale, mais il faudra de plein fouet de s'attaquer directement aux bases militaires françaises sur place et regarder le cadre juridique, Linda Dédi. Quand vous allez regarder tous les États d'Afrique francophone, vous allez regarder le premier cadre juridico-légal, ce sont les constitutions. Au niveau des préambules, vous allez trouver là qu'on a dit en conformité avec la Charte des Nations Unies, en conformité avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des choses comme ça, qui n'ont pas été décidées avec les Africains. Donc, il faut déjà balayer cette affaire-là pour que juridiquement, on ne soit plus justement en prison. Et ça nous permet de nous attaquer justement et suspendre les relations diplomatiques avec la France afin de voir clair derrière ce qui ne va pas. Parce que s'il y a des balbutiements ou des politiciens viennent vous dire que non, le franc CFA en lui-même n'est pas un problème, c'est bien parce qu'eux-mêmes, ils sont embourbés dans cette prison au niveau juridico-légal. Donc, il faut qu'en Côte d'Ivoire, cela ne se passe plus. Mais pour que cela ne se passe plus, on n'a plus besoin de bricolage là-bas, d'improvisationnistes ou de bagou de marchands de chameaux dans la direction qu'il faut absolument prendre afin que les populations en Côte d'Ivoire sentent que leur pays leur appartient exclusivement et collectivement, et que ce n'est pas la propriété des bandits qui peuvent s'embusquer dans les hôtels, dans des sites touristiques pour annoncer, en court-circuitant l'orthodoxie institutionnelle, pour annoncer au peuple ivoirien que désormais c'est comme ça qu'il faut faire pour arriver à la tête de l'État. Donc, le retour de Laurent Gbagbo, bien évidemment, va être capital pour mener à bien la mission que je viens d'indiquer, celle de la réconciliation qui permettrait aux Ivoiriens de se regarder en face, c'est dire la vérité, et faire justement le nettoyage, et bien évidemment mettre en place une plateforme solide pour affronter ces fins limites du banditisme international. Il faut préciser si jamais si jamais ce retour sera effectif, parce que jusqu'ici il a lieu de rappeler que voilà, de sources officielles ou de manière officielle, les autorités ivoiriennes ne se sont pas véritablement encore prononcées sur ce retour. Il n'y a que, vous le disiez encore tout à l'heure, il n'y a que la partie adverse, notamment Laurent Gbagbo, qui parle d'un retour en Côte d'Ivoire, même Charles Blé Goudé. Donc on vous dirait que c'est tout à fait normal, après avoir passé autant d'années à l'extérieur de son pays. On n'a qu'une seule envie, c'est de renouer effectivement avec la terre natale. Alors, mais nous attendons encore les réactions des autorités ivoiriennes sur le retour de ces deux grands leaders ivoiriens. Rappelant à nos téléspectateurs que le standard est d'ores et déjà ouvert et que ces derniers peuvent donc composer l'un des numéros de téléphone qui s'affichent actuellement au bas de l'écran pour apporter leur contribution à la thématique de ce matin. Les partisans
partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui sont donc dans une attente assez grande, une attente autant pour moi assez grande, une attente de retour, j'allais dire, assez grande de ces deux leaders d'opinion, deux leaders politiques, qui viennent donc de passer, on a envie de dire, qui viennent de perdre 10 années de leur vie pour des faits qui leur ont été reprochés, qui finalement ont été déclarés donc non coupables. Et nous rappelons d'ailleurs qu'à l'annonce de ce verdict final, verdict de la victoire, c'était justement une effervescence du côté de la Côte d'Ivoire. Comme on le dit communément, le champagne a coulé à flot dans certains domiciles. Ailleurs, c'était des cris de joie, c'était des pas de danse, des larmes même, pour magnifier cette grande victoire, du moins pour les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et donc, le standard est d'ores et déjà ouvert, chers téléspectateurs. Vous composez l'un de ces numéros de téléphone et vous nous rejoignez ce matin dans le cadre, bien sûr, de cette édition Ligne Rouge pour justement contribuer, apporter votre petite pierre à l'édifice de cette autre édition. Nous avons le pasteur Soa au standard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Soa. Je salue notre président, le coordinateur Patrick Sapak. Patrick Sapak soit salué. Et Patrick Sapak, merci. Il a dit, m'accordez-moi quelques secondes quand on rend hommage à Afrique Média qui a fait un travail fort. Le président Paul Biya, Patrick Sapak, tous les journalistes, les animateurs, et saluer en ce matin, en toute sincérité, tout le peuple camerounais. Et ici, au Ghana, nous saluons aussi tous ceux qui ont résisté, les réfugiés un peu partout dans les différents camps, dans les différents coins, ici au Ghana. Parce que notre résistance sera apportée. Et je voulais rendre hommage à ces personnes-là. Saluer également nos frères Kakou Jean-Louis, toutes ces personnes qui ont lutté. Vraiment, je vais venir sur le sujet parce que c'est fort. Je voulais dire que la question que j'ai posée ce matin, Côte d'Ivoire, le peuple dans la tente du grand retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Effectivement, nous sommes réellement dans l'attente. Parce que aujourd'hui, nous partons à la réconciliation. Et nous voyons réellement que le retour du président Laurent Gbagbo va vraiment réconcilier, à mettre ensemble, va également organiser la BN. Parce que Blé Goudé est un organisateur, Blé Goudé est un grand réconciliateur, Blé Goudé est un homme qui a un cœur, qui est comme son père, le président Laurent Gbagbo. Et cet homme, il a prouvé, il a montré cela, surtout à Côte d'Ivoire, dans la caravane de la paix. Et cet homme est un grand mobilisateur qui sensibilise. Et son retour avec son papa, le président Laurent Gbagbo, parce que la paix, la réconciliation va se faire, vous voyez, elle-même. Et c'est pourquoi nous demandons, nous sommes les personnes de paix, nous sommes des personnes de joie. Parce que ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas pour vendre des palabres de guerre. Parce que notre objectif, il faudrait que la Côte d'Ivoire quitte également dans cet état de l'isolationnisme et tout ce que vous savez à côté et qui pourrait créer la dégénérescence en Côte d'Ivoire. Alors, nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit dans un état de dégénérescence. Il faudrait que nous rentrons la bénédiction et la destinée prophétique. Donc, c'est temps, je voulais vraiment dire que le président Draman Ouattara, il faudrait qu'il accepte, c'est une occasion pour lui de dire oui, parce que qu'il peut ou pas, le président Laurent Gbagbo va venir. Mais comme celui qui est là et il dit qu'il est chef de l'État, c'est à lui maintenant de pouvoir sortir pour que demain il reste dans l'histoire. Même si l'histoire est têtue et que l'histoire aussi va aussi se rappeler de lui. Mais c'est le temps maintenant de dire, mon jeune frère, venez. Comme hier, Sylvain de Bougou l'a dit, que Ouattara, il peut aujourd'hui envoyer quelqu'un pour dire non, il faudrait que le président Laurent Gbagbo et son fils, le ministre Blé Goudé, rentrent. Et ça, c'est pas la réconciliation, mais on a pris une pensée de vente à guerre.
Aujourd'hui, on n'a plus besoin du sang. Il faut la paix. Yaoundé pour retrouver cet autre téléspectateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour aux autres. Un salut particulier à Manuel Asike et à vous. Parce que c'est le genre de questions que nous voulons, hein, pour ces différents candidats qui veulent nous embrouiller. Et moi, j'ai une expérience, je me suis rendu compte que nos parents là qui sont âgés, là, en dehors de Laurent Gbagbo, qui est allé droit au but pour le problème de la monnaie et des bases militaires, c'est la première des choses. Tout ma chef doit être sur le plateau. Tu vas dans une interview avec nos opposants là, nos présidents là, il faut toujours les poser la question afin que nous sachions quelle est leur feuille de route. Je crois que nous avons perdu ce téléspectateur depuis la ville de Yaoundé, mais le standard reste ouvert encore pour permettre à nos chers téléspectateurs de nous rejoindre donc ce matin. Et puis de suite, nous y allons avec vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Zerfel. Ma soeur Lady, bonjour frère Patrick Sampa, et je dis bonjour au directeur d'Afrique Média, aux techniciens et à tous les Camerounais. Parce que moi, avant de commencer vraiment le sujet de ce matin, il faut que je dise merci à tous les Camerounais qui ont supporté vraiment les Ivoiriens. Parce que grâce à vous, c'est le seul pays qui sait qu'il faut aider son frère quand il est en difficulté. Malgré tout ce qui s'est passé, il n'y a aucun pays africain, je dis aucun pays africain, qui s'est mis sur, disons, une radio ou une télévision pour parler de la Côte d'Ivoire, sauf les Camerounais, qui sont du matin au soir avec nous. Je vous dis merci, que Dieu vous garde, que le Dieu vous bénisse encore. Alors, pour répondre à votre comment dirais-je, le sujet de ce matin, je voudrais dire tout simplement que, comment dirais-je, nous les Ivoiriens, si on veut écouter Alassane, on ne va pas avancer. Tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a tellement peur du président Gbagbo, lui et le président Gbagbo sur le même territoire, il peut pas dormir. Il peut même pas rester là. C'est pourquoi il est en train de tourner en rond comme une toupie. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, ouais, quand ils vont venir, parce qu'ils ont fait ça, et lui-même qui a tué les gens là. Nous, on le regarde comme ça, on ne fait rien. Ça, parce que l'Ivoirien est tellement, comment dire, sympathisant. On le regarde parce qu'on n'est pas violent. Mais cette fois-ci là, la violence qu'il a mis là, nous on va appliquer ça maintenant avec lui. Parce que trop c'est trop. Depuis que les gars sont là, non, la CPI n'a pas encore dit son dernier mot. La CPI a déjà dit son dernier mot. Aujourd'hui, il a dit tout récemment avec comment dire, les prostituées et journalistes de TV5 et comment dire, des Français là, qui se promènent de maison en maison pour embêter nos présidents là. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, pour commencer même, bon, j'ai lancé un appel à mon président Laurent Gbagbo. La première interview, même si tu n'as pas une télévision ou une radio, il faut que tu appelles Afrique Média pour te dire qu'est-ce qui se passe pour une interview. Il faut que Afrique Média soit la première télévision pour pour parler avec toi. Ça, c'est la moindre des choses. Et j'ai dit à mon frère, comment il s'appelle, Bleu Goudé. Je ne sais pas pourquoi il est chaud avec les médias français là. Je ne sais pas quelle politique. Moi, tu es en prison là. Tu peux faire ta politique comme tu veux. Moi, je n'ai rien à faire avec toi. Tu peux faire ta politique comme tu veux. Tu peux même appeler même le Dieu mec qui est en haut là pour venir t'interviewer. Ça, moi, je m'en fous de ça.
Je ne sais pas. Depuis il marchait, c'est lui qui est su partout. Et TV4, TV25, TV quoi. Ils vont... Attends, ceux mecs qui ont manigasté pour t'envoyer en prison là. Encore, tu es quitté là. Pourquoi tu es pressé? Est-ce qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas une radio africaine? Comme tu connais Afrique Média, ils t'ont interviewé plusieurs fois. Tu peux t'entendre un peu? Pas quelque chose. Vraiment, c'est ça, on dit choses. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Vraiment. Tu fais la politique, mais tu n'es pas encore chose dans la boule de la politique. Donc, il faut apprendre encore. Ça, c'est la bonne des choses. Il ne suffit pas d'avoir le rang, mais il faut avoir chose comme moi. Et comment tu vas manipuler choses, comment dirais-je, ta parole vis-à-vis des gens, comment tu vas t'asseoir devant des gens, tu ne sais pas ça encore. Il faut apprendre ça auprès encore des choses supérieures. Alors, pour terminer, moi je vais dire à mes sœurs, elles étaient 3 braves femmes en Côte d'Ivoire. Madame Cissé, Madame Yao, il y avait une mère qui était là, qui avait Mariam quelque chose, je la vois plus, ça fait longtemps. Et moi j'ai dit à ces femmes-là, vous avez une bravure, c'est-à-dire que le courage que vous avez, depuis que ça a sonné, vous avez commencé à parler. Même ça chauffe à Abidjan, vous l'appelez toujours. Je vous dis merci. Merci pour votre bravoure, que vous avez, le courage que vous avez eu pour, et comment dirais-je, devant comme l'armée de Draman. Vous avez eu ce courage d'appeler toujours Afrique Média pour dénoncer certains trucs. Je vous dis merci. Parfait pour votre participation. Nous allons, je crois, prendre Madame Alice Kwasi au standard. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour tout le monde sur la plateforme Afrique Média. Bonjour la Côte d'Ivoire ce matin. Alors, tout simplement, je voudrais dire bravo à Afrique Média. Bravo à Afrique Média. Si Afrique Média n'avait pas existé, les Ivoiriens allaient être comment? Si Afrique Média n'avait pas existé, l'Afrique allait être comment? On allait être comment pour être informé de ce qui se passait à la CPI? Bravo à tous les techniciens, le PDG, les journalistes, les Bandakani, tout le monde. Je vous claque le bisou de ce matin. Bon, je reviens sur les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains, eux tous, la majorité de ces chefs ont contribué à renverser le président Laurent Gbagbo parce qu'ils ont soutenu les mensonges de la CEDEAO, ils ont soutenu les mensonges de la France, ils ont soutenu les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, la CPI a blanchi le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Tous ces chefs d'État africains-là, ils ont avalé des crabes ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont avalé? Qu'est-ce qui est sur leur langue? On les attend pas parler. La CPI, la Cour pénale internationale, dit c'est pas Gbagbo. Alors pourquoi ils sont allés en Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo décédait la place à une autre personne? Aujourd'hui, la CPI dit que Gbagbo n'a rien à avoir dans cette histoire. Ils sont où ces chefs d'État africains? Ils se cachent dans leur palais présidentiel ou ils sont, on veut voir leur visage? Attendez là. Enfin bref. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est un événement mondial. C'est un événement mondial. Donc, à partir du moment où le criminel qui était à la CPI a été blanchi, on dit c'est pas lui qui a tué, c'est pas lui qui a massacré. Donc, les Ivoiriens veulent connaître la vérité. Les Ivoiriens veulent savoir qui a massacré ceux de Diokoué. Les Ivoiriens veulent savoir qui a décapité notre frère Toussaint et tous les autres qui sont morts depuis 2002, voire même avant. Parce que au temps d'Oufo-Boigny, il y avait des morts quand même, n'oubliez pas ça. Maintenant, puisque nous sommes dans la joie, on aimerait bien effacer tout ça pour le moment, pour aller à l'avant. Mais il y a un autre camp qui ne veulent pas, qui cherche des voies et moyens pour dire non, il faut que maintenant, il fasse ça pour rentrer dans son propre pays où son cordon ombilical a été enterré.
pour rentrer dans son pays, il va falloir que le président Laurent Gbagbo écrive « Je sous-signais, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je veux rentrer dans mon pays ». Il faut qu'il fasse un courrier pour envoyer le président, le dieu des présidents « Je veux rentrer dans mon pays, j'ai l'honneur de solliciter ma rentrée dans mon pays et je signe Laurent Gbagbo et j'envoie le courrier à Alassane Dramane Ouattara ». Non, mais trop, c'est trop. Alassane Dramane Ouattara, il veut humilier la France. Alassane Dramane Ouattara, il veut humilier le RDR. Parce que si jamais il se comporte comme ça, comme un dictateur patenté, les Ivoiriens vont se lever maintenant. Les Ivoiriens vont se lever pour lui demander qui a mis l'eau dans le coco et à qui appartient la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu la guerre. Tout le monde dit maintenant on fait bas la terre, on met bas la terre et on se réconcilie. Et leur camp ne parle jamais de réconciliation. Pour que le président Laurent Gbagbo rentre dans son pays, il faut des conditions, mais c'est où on va. On va vers la destruction de la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens vont plus se laisser faire et qu'ils comprennent ça pour de bon. On va plus se laisser faire. La seule chose qu'on attendait, c'était la libération du président Laurent Gbagbo. Lui-même l'a dit, bon, il y a son dossier encore à la CPI. Le dossier de la CPI est clos. Maintenant, Gbagbo veut rentrer dans son pays. Il faut écrire, j'ai sous-signé, j'ai l'honneur. Pas de question qu'on écrive tout ça maintenant, terminé. Si le RDA ne veut pas recevoir le président Laurent Gbagbo, qu'il rende le tablier, c'est tout. Le Ouattara, il rend le tablier. Et que le RDA dégage de notre pays. Parce que c'est pas ça qu'on appelle la démocratie, c'est pas ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est de donner la main à celui qui est pauvre. La politique, c'est de tendre la main. C'est pas de massacrer son peuple et de humilier son peuple. Le président Laurent Gbagbo, il a été chef d'État, il a droit à l'honneur, il a droit à tout dans son propre pays. C'est pas à eux de nous imposer comment il va rentrer dans son pays. Si le RDA ne se met pas à table pour discuter, qu'il rende le tablier parce qu'ils vont humilier la France. Parce que là, le peuple de Côte d'Ivoire va se lever pour les chasser. Le peuple de Côte d'Ivoire, cette fois-ci, ils sont galvanisés. Ils vont se lever pour chasser le RDA. Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre parce que cette fois-ci, on ne va pas laisser les truands nous décapiter, nous détruire, et puis eux, ils vont rester au pouvoir et les vrais Ivoiriens vont rester en exil. C'est hors des questions qu'ils mettent bas la terre et qu'ils arrêtent leur connerie, quoi. Ça suffit. Je vous remercie. Merci à vous également, Madame Alice Kwasi, pour votre participation. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard reste encore ouvert pour recevoir quelques appels. Et nous avons Monsieur Dimi qui est au standard. Bonjour et bienvenue. Oui, comment vous allez? Ça va bien, nous on va bien. Et puis bonjour à toute l'équipe de l'Afrique Média. Merci, félicitations. J'appelle depuis N'Djamena. J'ai vu la moitié de l'entrevue de M. Patagué Albert. Regardez, écoutez-le. Il n'est même pas à la diapason. Est-ce qu'il regarde les réseaux sociaux ces derniers temps, la plainte des Tchadiens? On lui demande le franc CFA, il connaît même pas c'est quoi l'hégémonie des Blancs. Il n'est même pas à la page. Et ils sont tous comme ça, nos opposants, nos soi-disant dirigeants. C'est pour ça que Déby est tout le temps là. Il n'y a pas un vrai politicien qui peut être capable de challenger le grand maréchal. Donc vraiment, on avait espéré que Succès Masra allait au moins faire une différence, mais à la fin, tout le monde était découragé. Nous voulons un changement du système, comme en Algérie et comme partout ailleurs. Et en passant, surtout mes hommages à la madame qui appelle tout le temps l'Ivoirienne là, et puis à monsieur Zerfel. On voit la lumière au bout du tunnel. Vraiment, il y a de l'espoir, les gars. Espérez toujours. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils ont tout fait pour bloquer les grands leaders africains. Mais malheureusement, la vérité persiste toujours. Aujourd'hui, ils sont libres. Nous rêvons le jour où on va voir les deux personnes là en Côte d'Ivoire, à Abidjan, derrière leur population. Et c'est de ça ce que les Blancs ont eu peur, parce que ils ont retardé pour que Ouattara gagne ce mandat pour qu'il stabilise la Côte d'Ivoire entre les mains des Français. Mais les Ivoiriens ne dorment pas. Le monde a changé. On est en 2021. Mais ils ne comprennent rien. Alors, je leur souhaite bonne chance, mais on les a à l'œil.
Et la génération, je vous dis la dernière fois que nous n'accepterons plus jamais ça. Et vraiment, je leur souhaite bonne chance et je fais confiance à la génération des Erfel et autres. Les gars, courage et la lumière au bout du tunnel. Un jour, notre Afrique de rêve sera là avec le président Blé Goudé. Merci et vraiment mes hommages à notre présidente, à notre première dame et au grand héros africain, le seul qui est vivant aujourd'hui. Merci et bonne chance les gars. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Nous revenons donc sur ce plateau avec vous, Patrick Sapak. C'est vrai que le sujet est pratiquement au bout de toutes les lèvres aujourd'hui. Si jamais Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent, quel est le sort qui leur sera réservé? C'est vrai que jusqu'ici, l'on attend toujours que les autorités ivoiriennes se prononcent là-dessus, mais c'est clair que le peuple, lui, attend ce retour avec une très très grande joie. Cela se ressent d'ailleurs dans les différents QG du côté de la Côte d'Ivoire. Mais quand on essaye de faire une analyse globale, pensez-vous que ce serait vraiment un retour de tout paix? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a deux ensembles de ressentis au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à cette décision qui a été prise il y a 48 heures. Il y a le peuple ivoirien dans sa masse qui est très avide de voir le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé refouler le territoire, le sol ivoirien. Et là-bas, il va y avoir un séisme en termes de mobilisation. Vous savez très bien comment les Ivoiriens savent justement donner de l'abnégation dans cette direction-là. Alors, très assoiffé de revoir ces deux leaders fouler le territoire ivoirien, ça va être un véritable tsunami, un véritable tremblement de terre sur le plan politique là-bas. Alors, vous avez donc le deuxième ensemble. C'est ceux qui sont constitués d'anthropophages, de cannibales et de bandits qui ne veulent surtout pas que sur le plan politique un tel événement se produise. C'est pour ça qu'ils ont gardé le silence depuis 48 heures. Donc, pour un gouvernement responsable, dans un procès qui était aussi internationalement porté et ramassé sur deux leaders dont la réclusion a été totalement meurtrière dans les esprits du peuple continental, eh bien, le gouvernement devait prendre position et faire une sortie, justement, pour faire sa religion sur ce qui s'est passé. Eh bien, silence radio. Silence radio parce que là-bas, on n'attendait pas ce type de script. On avait déjà pris des dispositions préventives de manière à ce que sur le plan judiciaire, de manière à ce que si la CPI, cette justice et l'injustice internationale, finalement poussée à bout par le fait qu'il est difficile de tenir le mensonge pendant longtemps, devait justement laisser couler la vérité passée, comme cela fut le cas il y a 48 heures, eh bien, il fallait se mettre dans une sorte de soupape de sécurité avec la décision au niveau interne en Côte d'Ivoire, sur le plan judiciaire, de bloquer ces gars-là. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ces 20 ans en sortie de cette lourde amende. C'est sur ça qu'ils veulent surfer, justement pour éviter que Gbagbo et Blé Goudé ne puissent jouir de leurs droits en étant retournés sur leur terroir. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, Linda Dédi, qu'il faut nécessairement une trajectoire qui va permettre un transit sur un pays africain, notamment la Guinée équatoriale ou bien le Kenya, là-bas dont les chefs d'État ont un panafricanisme éprouvé, pour sur le plan bilatéral et sur le plan interne africain, coller Ouattara pour que l'intégrité physique de ces deux leaders ne soit pas frôlée, le moindre du monde, au moment où ils doivent rentrer dans le peuple qui les attend avec autant d'anxiété, autant d'impatience. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a les deux segments, Linda dit, c'est-à-dire un peuple totalement affamé de voir revenir deux leaders qui leur ont manqué pendant une décennie dans un procès kafkaïen. Et puis, de l'autre côté, les véritables responsables du massacre, du crime, et puis du sang innocent ivoirien, qui sont encore sur les manettes de la gestion de la République, entre guillemets, parce qu'ils ne gèrent absolument rien là-bas, à part le désordre. Donc, ces gens-là ne veulent pas que le script qu'on est en train d'indiquer à la conscience africaine et que toute la masse africaine attend de manière anxieuse puisse
se passer. C'est donc pour ça qu'il va falloir prendre toutes les soupapes de sécurité, je le redis encore, à partir d'un transit sur un pays africain dont le panafricanisme est éprouvé, pas le panafricanisme de bavardage. C'est-à-dire que vous avez Uhuru Kenyatta au niveau du Kenya, qui ne s'amuse pas dans cette direction-là, parce que déjà, par la transfusion transgénérationnelle des attitudes et des convictions politiques, c'est le fils d'un idéologue africain, Jomo Kenyatta, dont on connaît justement les actions sur la scène continentale. Et puis la Guinée équatoriale, qui est dans le giron francophone, qui peut se distinguer comme étant un pays qui n'est pas totalement embourbé, à part ce cauchemar du franc CFA, où on a dû le piéger, le président Obiang Nguema, à travers la présentation de cette illusion, la garantie monétaire, depuis 1984, où il a dû abandonner les kwele, qui était la monnaie équato-guinéenne, pour s'embourber dans le franc CFA. Mais là-bas, il est resté avec la tête sur les épaules pour ne pas respecter les consignes de manière bête et comme un perroquet pour répéter les patois de ces bandits internationaux. Donc, voilà, par exemple, 2 pays qui peuvent accueillir ces 2 leaders africains afin justement qu'on fasse entendre raison à Alassane Dramane Ouattara pour que, comme la Côte d'Ivoire est devenue le réceptacle des crimes sommaires, les empoisonnements à gauche et à droite, des liquidations sommaires un peu partout, eh bien qu'il fasse très attention. Parce que je pense à ce moment-là que la Côte d'Ivoire pourrait très mal s'embraser. Et ça, au lieu que ce soit les 13 000 morts qui ont été occasionnés pendant une vingtaine d'années là-bas, eh bien on risque de se retrouver pratiquement à 25 000 morts. Donc il faut qu'il y ait cette soupape de sécurité, la ligne dit, afin que la sécurité de ces 2 leaders, lorsqu'ils doivent refouler le sol ivoirien, puisse se faire de manière normale, et qu'on n'ait pas à aller affronter l'hydre du crime qui habite justement dans leur ADN, ces dirigeants en Côte d'Ivoire. Donc c'est de ça qu'il est question, et il ne faut pas qu'on recule un seul instant justement dans cette direction. Merci à vous, Patrick Sapak. Au standard, nous avons M. Peter qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Monsieur Peter, bonjour. Excusez-moi, je n'avais pas compris le retour, c'est pourquoi. Excusez. Bonjour au call center et puis à vous, Madame Dedi. Je salue tous les téléspectateurs. Je voulais donner un peu ma vision sur le thème de ce matin parce que depuis hier, ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Mais je veux que les gens comprennent beaucoup les stratégies de la France. Quand on met sur papier, on voit un peu le comportement de Paris qui commence petit à petit à s'écarter de M. Ouattara et le laisser tomber dans son propre piège, c'est-à-dire son ego, comme on le dit. Regardez son comportement qui, normalement, devait prôner la sagesse, wisdom en lui, mais comme ceux qui sont autour de lui ont contribué à un massacre des Ivoiriens, ils ont peur que si M. Gbagbo et puis M. Blekodé viennent sur le territoire, ça fasse, comme on dit, haute tension. C'est-à-dire que le poids politique de M. Gbagbo seul peut faire fondre le champ magnétique de M. Ouattara. C'est un peu ça son problème. C'est comme si on envoie un président dans une autre république. Et puisqu'il sait qu'il a volé la république, je veux dire le prince de la République à M. Ouattara, donc il sait qu'il est mal barré. Vous comprenez? Ça sonne mal dans sa tête, y compris ses acolytes. Deuxième chose, c'est que la France est un peu choquée par son attitude. Je parle de la France de Quai d'Orsay, particulièrement M. Le Drian, qui était un peu le père spirituel de Ahmed Bakayoko, vous comprenez? Donc, cette disparition assez fatale et tragique a été accordée pour la loge franc-maçon. Donc, quand c'est comme ça, tous les coupables doivent payer. Mais il y a une façon très subtile de faire payer quelqu'un. On peut le pousser à bout, et puis comme ils ont fait à Jean-Claude Duvalier, Tonton Macoute en Haïti, jusqu'à ce que l'opinion internationale même constate les dégâts, et puis il est obligé de partir. C'est un peu aussi comme Général Pinochet au Chili. Voilà. Alassane est en train de rentrer dans ce genre de schéma, vous comprenez? Et pour lui, il est dans ce dynamique de
bras de fer qu'il est en train de faire. Mais de l'autre côté, quand vous voyez qu'aujourd'hui, France 24, comme vous dites en français, France 24, là, fait des interviews exclusives avec la première dame, Madame Simon, fait des entretiens avec Monsieur Charles Blé Goudet, des choses qui étaient impossibles 10 ans passés, vous comprenez? Ça veut dire qu'elle est en train de chercher et gagner petit à petit le cœur des Ivoiriens nationalistes de Gbagbo et aussi panafricanistes. Donc, quand la France commence comme ça veut dire que toi, tu vas passer bientôt à tabac comme le même France 24 avait fait le propagande quand il y avait élection en 2010 et on montrait toujours le palais de golf là-bas avec Alassane et tout ça. Donc, pour terminer, je pense que il serait plus sage pour lui, parce que c'est le dernier cartouche qu'on lui donne avant de passer à la vitesse supérieure. Monsieur Ouattara veut faire comme il avait dit à l'époque quand il était président de LDR. Il disait que je vais Niagami, excusez-moi, je parle pas Bambara, on dit Niagami, je vais Niagami ce pays. Donc il a envie de détruire ce pays, créer encore un new chaos, et puis partir comme ça, et dire que je m'en fous maintenant, je fais ce que je fais. Mais je ne crois pas que les Ivoiriens vont laisser faire. Donc, je pense que l'opportunité est donnée aujourd'hui pour écrire l'histoire. Merci beaucoup, Afrique Média, et à très bientôt. Bye. Merci également à vous, cher Monsieur Peters, pour votre intervention ce matin. Nous rappelons à nos téléspectateurs, du moins pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que le programme, c'est bien sûr Ligne Rouge. Et donc, ce matin, nous nous intéressons naturellement à l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Nous le savons, le 31 mars dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont définitivement été donc reconnus non coupables des faits qui jusque-là pesaient contre eux. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale qui a reconnu d'ailleurs qu'il y avait donc plusieurs erreurs dans ce procès qui n'avait déjà que trop duré. Et donc depuis lors, les yeux sont dorénavant tournés, je crois, vers l'aéroport d'Abidjan pour le grand retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Les partisans, les membres de famille, tous les soutiens justement de ces deux grands leaders n'ont qu'un seul vœu, celui de revoir ou du moins de toucher du doigt leur leader, notamment Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Seulement aujourd'hui, il y a quand même des questions qui restent posées, vu que côté pouvoir en place actuellement, rien n'a encore été dit de façon officielle sur ce point-là, excepté justement l'octroi des passeports à l'ancien président, notamment un passeport ordinaire et un autre diplomatique au président, enfin l'ancien président Laurent Gbagbo. Et l'on se rappelle, je voudrais que nous revenions un peu là-dessus, de toutes les tracasseries qui ont gravité autour de l'obtention de ces 10 passeports. Pour le moment, on ne parle que de passeports de Laurent Gbagbo parce que Charles Blé Goudet, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas parce que ce sont des documents qui leur donnent la possibilité de retrouver la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on sorte de les cordes, la puissance dans les cordes vocales sur Afrique Média et sur d'autres plateformes pour qu'on puisse connaître cette légère avancée de la livraison des documents de voyage à quelqu'un qui a été un chef d'État légitime. La prééminence institutionnelle d'un pays et qui s'est retrouvé happé par le fait des bandits embusqués dans le pouvoir ivoirien. Donc ça a été compliqué d'avoir cette première avancée. Il faudrait absolument que ce soit terminé auprès du ministre Blé Goudet. Mais je continue de répéter, Linda Dedi, qu'il ne faut pas prendre le risque de monter dans un avion pour atterrir directement à Abidjan tant que toutes les soupapes de sécurité ne sont pas réunies. Parce que je tiens à rappeler à la conscience africaine qu'Alassane Dramane Ouattara a un PhD en tuerie. Et donc, c'est pas facile de pouvoir aller bavarder avec ces messieurs et rester serein lorsque il sent que vous êtes un adversaire sérieux. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de présenter la nécessité d'un transit sur un pays qui doit prendre toutes ses responsabilités sur le plan du patriotisme et du nationalisme, mais du panafricanisme, pour copier Alassane Ouattara, de faire très attention avec l'intégrité physique de ces deux personnalités, parce que nous avons déjà listé sur différentes plateformes le cauchemar des décès dans le camp
de cet enfer-là, notamment dans le camp d'Alassane Dramane Ouattara, avec des morts à gauche et à droite pour régler des problèmes de partage et de dividendes ou encore de désir de garder justement les cordes du pouvoir. On a vu ce qui s'est passé avec les Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, avec les IB, avec tous ces gars-là qui étaient dans la logique, et que celui qui dandine à gauche et à droite encore, à l'extérieur est encore chanceux aujourd'hui, puisque Laurent Gbagbo lui-même avait dit que les plus chanceux iront en prison, les autres seront assassinés simplement. Et donc nous avons la traduction éloquente de ce qu'il avait dit et qu'il avait prédit, parce qu'il connaissait très bien l'adversaire. Et je compte également sur le président Laurent Gbagbo, qui connaît très bien qui est Ouattara et toute sa perfidie, depuis que lui-même a essayé de protéger ce monsieur, alors que la Côte d'Ivoire a ouvert sa poitrine, c'est-à-dire ses frontières, pour accueillir ce monsieur qui n'avait pas la nationalité ivoirienne. Depuis 1995, dans cette élection-là où Konan Bédié a dû aller seul, accompagné en cela dans ce banditisme-là avec Francis Ouidié. Donc, le président Gbagbo connaît très bien l'homme. Il connaît très bien la perfidie et la parjure, le ponce-pilatisme qui constitue l'ADN qui a préparé cet homme-là sur le plan politique, parce qu'il n'a jamais fait justement de formation politique. Il n'y a que la déstabilisation des États, mais surtout l'embuscade pour se mettre à la tête d'un État, et puis la balkanisation d'un peuple, la domestication d'un pouvoir, qui ont été justement les éléments qui l'ont préparé dans cette formation politique-là. Donc, Laurent Gbagbo le connaît très bien, et il sait très bien que ce que je suis en train de dire est fondé. Il faudrait qu'il transite par un pays africain qui a un panafricanisme éprouvé avant d'y aller. Donc, les documents qui doivent permettre à ces leaders africains de venir rentrer sur la Côte d'Ivoire devraient être livrés dans les plus brefs délais. Mais si jamais donc cela n'est pas possible techniquement pour Blé Goudé au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Occident, eh bien il revient sur le continent africain. On a toute la possibilité de lui donner tous les documents qu'il faut ici sur le continent africain et mettre la pression sur Alassane Dramane Ouattara, qui sache que la Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété. Encore moins la propriété d'un groupuscule d'individus tapis autour de la capitale là-bas, pour prendre des décisions maladroites au nom d'un peuple dont ils ne sont pas légitimes. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à s'inquiéter sur le plan documentaire. Eh bien, il va avoir ce document-là, le ministre Charles Blé Goudé, pour accompagner le président Gbagbo, mais on reste en insistant et en mettant l'emphase sur le fait qu'il faille nécessairement qu'il transite par un pays dont l'obédience panafricaine est éprouvée sur la scène continentale. Et à partir de là, nous allons préparer justement le véritable retour sur le territoire et sur le sol ivoirien. Merci beaucoup à vous, Patrice Apak. Nous allons prendre, je crois, M. Lamine Diop depuis la Suisse ce matin. Bonjour et bienvenue. Madame Dedi, bonjour M. Sapak. Et concernant le sujet de la Côte d'Ivoire, effectivement, là, il y a une question qui se pose quand même. Je pense que c'est le droit réconcilié, certes, c'est ce qui est bien, mais avant tout, il faut réparer. Et moi, je dis, c'est ce que je pense que, et puis, on pensait les M. Patrick Sapak derrière, je reviens là-dessus, par rapport à son intervention concernant le monsieur non-CFA du Tchad. Donc, comme on peut le constater, dans tout engagement, toute personne est tellement prise sur l'engrenage des émotions, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Et c'est exactement là que le diable rentre en matière. Je veux dire que Ouattara, quand il a vu que la France voulait qu'il soit président, et par tous les moyens, la France lui a notifié qu'il sera le prochain président de la Côte d'Ivoire, le pauvre Ouattara venait de faire un pacte avec le diable. Et dans son allégresse sournoise, il n'a pas fait attention aux détails, car le diable est dans les détails, comme le dit l'adage. Son allié lui ont dit, pour être présidentiable et crédible, il faut attraper Laurent Gbagbo vivant. Merci en tout cas pour nous panafricains. Et boum badaboum, voilà par cette erreur de vouloir attraper Laurent Gbagbo vivant, le diable venait de remplir sa mission et piéger Ouattara. De toute façon, le diable ne donne jamais son pouvoir. Et maintenant, Ouattara doit amèrement et cruellement le regretter. Mais nous, panafricains, nous sommes contents du dénouement final qui va à cette situation. Pourquoi? Parce que un grand patriote au nom de Gbagbo va télépathiquement
chasser un des grands nègres des maisons de l'Afrique de l'Ouest et reprendre le travail qu'il était contraint de laisser en chemin sans que Ouattara et sa clique puissent faire quoi que ce soit. Oui, Ouattara ne peut ni rejuger Gbagbo, car Gbagbo ne peut plus être jugé pour les mêmes faits. Deuxièmement, il ne peut plus effacer Gbagbo directement ou indirectement, sinon il créera son propre suicide spectaculaire. Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que le pouvoir de Ouattara peut continuer? Selon moi, je dis non. Parce que ces Ivoiriens, comme Gbagbo, Blé Goudé, Dr Boko Sako, etc., qui ont été accablés non seulement d'exil, d'emprisonnement, mais de mépris. Et qu'il y a une logique de l'honneur qui règne quand on touche à l'honneur dans les relations sociales. Et par ce fait, on fait naître ou provoquer la révolution. Force à constater que Gbagbo sera une épine dans les pieds de Ouattara jusqu'à l'effondrement de son pouvoir vassalisant. Ainsi, la sentence à ceux qui pactisent avec le diable, son quinquennat est foutu. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous, Lamine Diop, nous prenons le tout dernier appelant pour cette édition. Il s'agit bien sûr de Delphin de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie une fois de plus, les équipes de la régie et toi-même, de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations chaleureuses et respectueuses à l'ensemble de nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, à mon grand frère Sapak, à tous ceux et celles qui ont pris la parole avant moi. Et je ne vais pas trop m'éloigner de leurs analyses. Je félicite vraiment, je n'ai pas beaucoup de mots, donc je vais le dire avec des mots simples. Je félicite Afrique Média pour tous les efforts que vous avez fournis. Je félicite particulièrement les chefs d'État camerounais et équato-guinéens qui, comme le rappelait le grand frère Sapak, ont un panafricanisme éprouvé, qui garantissent le travail d'Afrique Média non seulement du point de vue administratif, et donc tous ceux et celles qui sont venus s'exprimer, moi-même parmi d'autres voix, pour aider notre papa, notre modèle, notre grand baobab, le Houdi de Mama, comme le surnomment ses compatriotes. Sachant profiter de l'expérience de ce grand monsieur, parce que ses grands frères ont tous été liquidés, les Lumumba, les Ernest Ouandjé, les Sasankara, les Guagasore. Donc profitons de son expérience tant qu'il est en vie, et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que propose mon grand frère Sapak. L'autre nègre de maison là-bas qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire a effectivement un PhD en tuerie, donc il ne serait pas sagace que Gbagbo aille se livrer. Encore que Ouattara vraiment aujourd'hui, la honte est vraiment sur lui, c'est-à-dire c'est son vêtement le plus visible. Le frère Peter a très bien eu raison de le démontrer. C'est ce que ne comprennent jamais les nègres de maison en fait. Les gens soi-disant démocrates, ils les utilisent, et une fois qu'ils ont fini de les utiliser, ils les jettent. La France a profité de Ouattara, elle l'a utilisé pendant 10 ans. Maintenant, Ouattara n'a plus la moindre crédibilité sur le continent, donc la France ne va pas s'embarrasser avec lui. Elle tient toujours à ses intérêts, donc une fois qu'elle pourra le jeter, elle le jettera sans état d'âme. Donc, il nous revient, nous, les panafricains, de le lâcher, parce que bon, ces gens-là ne nous servent à rien, et plutôt de veiller sur Gbagbo, le protéger le plus possible. S'il faille qu'il passe par le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Burundi, le Kenya ou un autre pays digne de confiance, ce n'est pas grave. Nous sommes capables de lui faciliter la vie, de le récupérer en Afrique. Et j'appelle à partir de ce moment les Ivoiriens qui ont été un peu, je dirais, bouleversés depuis l'assassinat notamment du jeune frère à qui on a tranché la tête, de se remobiliser, n'est-ce pas, de reprendre le combat là où ils l'ont laissé. Et puis, à partir de ce moment-là, ils récupéreront sereinement leur pays et nous tournerons la page de Alassane Ouattara et de ses moutons et des agités du bocal qui leur ont servi de milice.
Donc, Afrique Média, profitons de cette victoire, mais gardons la tête froide, parce qu'en face, les gens soi-disant démocrates ne dorment pas. Ils viennent de revenir à Kinshasa. Peut-être que les gens ne l'ont pas remarqué, mais France 24 a ouvert son antenne à Kinshasa hier, donc il faudra faire attention. Ils ont été humiliés en Côte d'Ivoire, donc ils vont essayer de rentrer en Afrique par un autre chemin. Kinshasa, comme je viens de le dire. Donc, profitons de cette joie, mais gardons la tête froide parce que le combat est loin d'être fini. Voilà. Afrique Média, montrez-nous, on est ensemble. Merci beaucoup à vous, Delphin de Bujumbura. Et c'est sur ce que nous allons donc mettre le cap sur Premium Sport. Linda Ndedi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine de Premium Sport. On reparle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous le savons tous, les éliminatoires ne sont pas terminés. Quand un match censé se disputer mardi soir a été renvoyé au mois de juin prochain. Il s'agit de la rencontre Sierra Leone contre le Bénin. Mais en attendant la rencontre de juin prochain, on rappelle que la date du tirage au sort de la dite compétition est connue. Ce sera donc le 25 juin prochain. Donc du côté de la Confédération africaine de football, qui a donc annoncé le 31 mars dernier que la compétition le tirage au sort de la compétition était prévu pour le 25 juin prochain. Et puis au total, 23 sur 24 pays sont déjà qualifiés pour la compétition, à l'instar de l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire, les Comores, première participation, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie aussi, qui sera à sa première participation. Le Ghana sera de la partie, 24 participations pour le Ghana. La Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale seront de la partie, tout comme le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Soudan et le Zimbabwe. Reste donc attendu le match Sierra Leone contre Bénin. Et justement, concernant cette rencontre, il y a eu un rebondissement de la part de la Sierra Leone qui a donc écrit à la Confédération africaine de football à travers le communiqué que nous avons donc à l'image. Et puis la Sierra Leone qui dit que la CAF n'a pas précisé le critère utilisé par le comité pour arriver à la dite décision. Par conséquent, en accord avec les articles 83, 84 et 85 du règlement de la CAN qui abordent de manière adéquate les problèmes liés au défaut de se présenter à un match ou au refus de jouer et de plusieurs précédents. La Sierra Leone, la fédération sierra-léonaise de football, s'est donc résolue à faire appel à la décision du comité exécutif de la CAF, a indiqué donc l'instance dans son communiqué. Elle invite tous les Sierra-Léonais, en particulier les amateurs de football, à rester calmes car la question est actuellement traité conformément aux dispositions statutaires appropriées. En d'autres termes, les Sierra-Léonais estiment que le Bénin aurait dû prendre part au match ou alors perdre cette rencontre sur tapis vert dans la mesure où ils ont refusé de disputer la rencontre sans 5 de leurs joueurs supposés positifs à la Covid-19. Il s'agit donc d'une requête très osée alors que les charges s'accumulent contre la Sierra Leone ces dernières heures. À rappeler que le match ne s'est pas disputé parce que la Sierra Leone avait testé 5 joueurs béninois positifs. Les 5 meilleurs joueurs béninois donc avaient été testés positifs. Une contre-expertise avait été réalisée, on le rappelle, et ces joueurs ont été testés négatifs. Donc le match avait été renvoyé par la Confédération africaine de football au mois de juin prochain, juste avant le tirage au sort des éliminatoires pour la CAN Cameroun 2021
hein. C'est donc une affaire à suivre en ce qui concerne l'issue de cette rencontre Sierra Leone contre Bénin. En attendant, à la CAF, on a reprogrammé le match pour le 25 juin prochain. Et puis le mondial côté Cannes, côté Afrique aussi est à la une. Le tirage au sort s'est effectué il y a donc quelques jours seulement et quelques nations sont donc fixées sur leur adversaire. C'est le cas du pays hôte qui affrontera les éléphants du côté de Japoma le dernier jour des éliminatoires. Ce sera donc Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais avant, pour la zone Afrique, dans le groupe D, les éliminatoires se joueront les 5, 6, 7 et 8 juin 2021 entre le Mozambique et la Côte d'Ivoire. Ensuite, Cameroun, Malawi. Les 12, 11, 13 ou 14 juin 2021 auront lieu 2 matchs, notamment Côte d'Ivoire, Cameroun à Abidjan et Malawi, Mozambique. Le 1er, 2, 3 ou 4 septembre 2021, le Cameroun affrontera le Mozambique, le Malawi, la Côte d'Ivoire. Les 106, 7 et 8 septembre 2021, ce sera Cameroun contre Mozambique et Côte d'Ivoire, Malawi, les 6, 7, 8, 9 octobre 2021. Le Malawi jouera le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Mozambique. Les matchs chocs se disputeront donc lors de la dernière journée, les 10, 11 et 12 octobre 2021, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce sera Japoma et le Mozambique qui affrontera le Malawi. Mais alors donc aux perdants en ce qui concerne ces éliminatoires pour le mondial Qatar 2022 côté zone Afrique. On parle à présent de football féminin. Une rencontre ou alors 2 rencontres se disputeront du côté d'Antalya en Turquie les 10 et 13 avril prochains pour livrer donc le dernier qualifié pour la compétition et une nation africaine affrontera une nation sud-africaine. Il s'agit du Cameroun avec les Lions indomptables du Cameroun en image qui joueront donc l'équipe du Chili à Antalya les 10 et 13 avril prochains. À cet effet, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Alain Ndjemfa, a rendu public la liste des 25 joueuses qui disputeront cette rencontre. On rappelle 14 joueuses évoluant au niveau local et 11 joueuses venues de l'étranger, parmi lesquelles Gabrielle Aboudi-Onguéné, la capitaine évoluant du côté de la Russie. 3 matchs, 3 buts inscrits et 2 passes décisives. L'autre pépite de la tare des Lions indomptables du Cameroun évoluant du côté de l'Espagne sera également de la partie. Il s'agit de Chut Njoya Adjara qui avait tout remporté en 2020 avec son équipe de Norvège. Il y a également des joueuses en défense telles que Estelle Laura Johnson qui évolue du côté des États-Unis, tout comme Istar Maïkit, Marie-Aurèle Aona qui joue avec la formation de Reims du côté de la France. Donc les matchs aller et retour se joueront en Turquie suite dans le contexte de la crise sanitaire. La FIFA a donc préféré que les rencontres se disputent du côté de la Turquie à Antalya. En match aller, c'est le Cameroun qui recevra le 10 avril prochain et le Chili recevra le 13 avril, on le rappelle, du côté de la Turquie. Toujours en football féminin, la Confédération africaine de football envisage lancer très prochainement la première édition de la Champions League féminine et c'est le Maroc qui va donc abriter cette compétition au mois d'octobre prochain, donc octobre 2021. Une ligue africaine féminine des champions sera organisée sur le continent. Au total, 8 équipes prendront part à cette compétition et là en image, nous avons l'équipe marocaine qui disputera cette compétition puisque pays hôte de la compétition. Donc le tournoi se disputera du côté du Maroc et donc c'est la formation
Donc cette formation que nous avons en image qui disputera donc cette compétition. Il s'agit des Azakas Ladies FC du Maroc, voilà, qui disputeront donc cette compétition. Donc plutôt de l'AS FAR qui disputera cette compétition. Les Azakas Ladies FC, ce sont les représentantes du Ghana. Donc deux équipes sont déjà qualifiées pour disputer cette compétition. Du côté du Maroc, l'équipe ghanéenne que nous aurons certainement en image avec le concours de la réalisation qui a donc remporté le championnat ghanéen qui disputera la Champions League africaine féminine au mois d'octobre prochain. Et puis on parle du Togo qui a lancé sa saison, donc le club ASCO et Sarah FC qui ont ouvert le bal en ce qui concerne le championnat togolais pour le compte de l'exercice 2020-2021. On rappelle que ça démarre ce samedi avec le match inaugural entre ASCO et Sarah FC dans le groupe B. Un duel très attendu entre le champion en titre et Sarah FC. Le championnat d'élite du Togo reprendront que droit de citer ce week-end après plus d'une année de suspension pour cause de coronavirus. Pour cette reprise en pleine pandémie du Covid-19, le championnat va se dérouler en deux poules A et B avec bien sûr son public. Ceci à la suite d'un consensus trouvé entre le ministère des Sports et des Loisirs et de la Coordination nationale de gestion de la riposte et de la Fédération togolaise de football. Dans la poule A, AS Togoport jouera Ngoloé Sou le 4 avril prochain. Ange jouera Entente le 4 avril prochain également. Ce même jour, AS OTR jouera Dito, tout comme Gomido qui affrontera Maranatha. Dans la poule B, ASCO sera reprise avec Sarah au stade Sokoudé du 3 mars. Ce sera donc samedi prochain. ASCK jouera Koroki le 4 avril prochain, tout comme Semassi contre Ifoji. On referme cette édition de Premium Sport avec du handball. La 24e édition de ce tournoi est prévue en terre camerounaise. Voilà, et au sortir du tirage au sort qui s'est effectué du côté de Yaoundé hier soir, la mascotte a été dévoilée. La voilà donc en image. Une lionne avec une balle de handball en main, vêtue aux couleurs nationales, maillot jaune avec une culotte ou alors avec un short de couleur rouge. Son nom, ce sera donc Nyango, la mascotte de la 24e édition de la CAN de handball en terre camerounaise. En ce qui concerne les compositions de groupe, elles sont connues. Le match d'ouverture opposera le pays hôte, le Cameroun, au Kenya le 10 juin prochain. L'Angola, double tenant du titre, est la nation la plus couronnée du continent avec 13 trophées. Elle évoluera dans le groupe C avec le Congo, l'Algérie et le Cap-Vert. On va aussi rappeler que dans la poule A, ce sera le Sénégal, la Tunisie, la Guinée et Madagascar. La poule B sera celle, bien sûr, du Congo, du Cameroun, du Kenya et du Nigeria. La poule C, celle de l'Angola tenante du titre, le Congo, l'Algérie et le Cap-Vert. Voilà donc la constitution des différentes poules en ce qui concerne la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball en terre camerounaise prévue au mois de juin prochain. C'est ici donc que nous mettons un terme à cette édition de Premium Sport. Rendez-vous lundi prochain pour une autre édition. L'information reste en continu sur Afrique Média. Ligne Rouge se poursuit avec à la présentation Linda Ndedi. Eh bien, voilà, merci à vous, Christelle Wandi, pour toutes ces informations sportives. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et au plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Alors, Patrice Sapat, nous sommes arrivés au terme de cette édition Ligne Rouge. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en gros, sur le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goulé en Côte d'Ivoire? Alors, ce qu'on peut retenir à bout pour point, pour sortir justement de cette édition, Linda, c'est qu'il va y avoir un séisme si le retour de Laurent Gbagbo et Blé Goudé se concrétisaient sur le terroir ivoirien, mais qu'il y a des soupapes de sécurité à mettre en place en termes de prévention, qu'il faut nécessairement éviter de prendre un avion direct pour Abidjan,
sinon ceux qui sont formés aux assassinats et à l'anthropophagie à ce niveau-là, sur le plan politique et sur le plan insurrectionnel, puissent emprunter les couloirs qui ont été leur ADN dans leur préparation, en mettant à mal justement l'intégrité physique de ces deux leaders africains, et que justement les mailles de la justice ne puissent se refermer sur eux, parce que pendant que la justice internationale que l'on avait convoquée en présentant l'incapacité, l'incompétence justement de gérer ce problème de crime contre l'humanité a pris la décision, eh bien on va surfer sur quelque chose qui est totalement relié à ce grief qui a été posé sur ces deux leaders africains, c'est-à-dire crime contre l'humanité, parce que si on a éventré les agences de Mande Korogo, de Bouaké pendant cette crise post-électorale, eh bien, c'est bien parce que c'était dans le chantier justement de ces crimes contre l'humanité posés par des bandits qui se sont embusqués quelque part pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire très attention, et donc il faut nécessairement prendre l'option du passage et du transit par un pays africain dont le chef d'État a un peu panafricanisme éprouvé. C'est pour ça que j'ai fait la proposition in extenso l'inadédit du président Obiangema, qui n'a pas froid aux yeux pour s'adresser à ces bandits internationaux, et bien évidemment à Uhuru Kenyatta, qui a su justement les faire entrer avec la queue entre les jambes comme un chien battu, lorsque on l'avait traduit dans cette fausse cour pénale internationale par rapport aux secousses qui a eu lieu au Kenya entre Raila Odinga et Mwai Kibaki, alors qu'il n'était pas un acteur de cette question-là. On a dû lui coller justement avec ses positions qui étaient des positions fortement panafricanistes, justement en procès. Il est allé là-bas, il s'est dépouillé de sa casquette de chef d'État, il a payé son billet d'avion pour aller à la CPI, aller leur présenter la hideur de la vérité de ce qu'ils ont posé sur le Kenya, et donc il a été disculpé, il a été acquitté formellement, et on n'a plus jamais parlé de ça. Donc ces deux leaders africains pourraient séjourner à Nairobi, au Kenya, pour que ces chefs d'État, soit Obiangema ou alors Uhuru, prennent la décision de copier à Ouattara qu'il faut sursoir à activer justement le levier judiciaire là-bas, puisque la justice là-bas est une justice qui porte un état de droit par embuscade, et donc éviter également qu'on puisse toucher à l'intégrité physique de ces deux leaders africains qui sont attendus justement sur l'espace continental pour continuer la lutte de libération, parce que ce sera la partie 2 de cette lutte-là, c'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire, suite et fin. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est ce qu'il faut retenir ce matin dans les consciences africaines, et nous allons nous y tenir. Merci à vous, Patrick Sapak. Merci également à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de cette autre livraison de Ligne Rouge sur Afrique Média, qui rentre donc en gare. Mais vous le savez, nos programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes, notamment également sur nos antennes. En vous souhaitant déjà un merveilleux week-end, Pascal. Excellent début de week-end également à vous. Bonjour. Africa! Mon cœur est commencé à balancer. Oh maman, c'est lui pour moi m'a trahi. Pas question, non pas question, pas question. C'est lui pour moi pas question. Chaque congé, toi partir vacances. Moi je reste seul maison. Mon cœur est commencé à parler tout seul. Oh maman, c'est lui pour moi m'a fauché. Yo! Pas question, non pas question.
pas question. C'est libre pour moi, pas question. Chaque congé, tu vas partir vacances. Moi je reste à la maison. Mon cœur est comme un tapé. Oh maman, c'est libre pour moi, m'a trahi. C'est libre pour moi de t'aimer, pas question. Et je te répète que le mot là de tes attendu. Où on est marié, où on est jamais marié. Oh maman, c'est libre pour moi, m'a trahi. C'est libre pour moi de t'aimer, pas question. Et je te répète que le mot là de tes attendu. Où on est marié, où on n'est jamais marié. Oh maman, c'est libre pour moi, m'a fauché. Ah, mariage là, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas bon.